Eh bien, bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec Nicolas. Nous avons longuement préparé cette soirée. Nous avons consacré au minimum 30 secondes à la préparation de cette entrevue publique. Mais je voudrais que Nicolas se bouche les oreilles 2 minutes pour que sa modestie ne soit pas prise en flagrant délit de souffrance. Je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il a réussi un mariage, je crois très difficile, mais qu'il l'a parfaitement réussi, entre la beauté et les nécessités écologiques. Parce que dans chacune de ces émissions, on est absolument subjugué par la beauté de la Terre. Et même si on n'a pas une âme contemplative, on ne peut pas ne pas être touché profondément par l'extrême beauté des images qu'il sait admirablement choisir. Et puis aussi par la leçon de morale qui vient implicitement à la fin de chaque émission, de morale écologique, bien entendu. Et je crois qu'il fait progresser considérablement la conscience écologique. C'est la première raison pour laquelle il m'est si sympathique. La deuxième, c'est qu'il est en même temps un homme d'action. Et ce n'est pas complètement évident. D'habitude, ça ne va pas ensemble. Les artistes ne sont pas des hommes d'action, mais lui, il est les deux. Et on peut dire qu'il a fait largement avancer la cause de l'écologie en étant l'inspirateur et l'ami de Jacques Chirac, qui a des convictions, tout au moins nous le pensons. Mais la troisième raison, elle est peut-être plus importante que les deux autres, c'est qu'il n'a pas attrapé la grosse tête. Et il fait de la télévision. C'est extrêmement rare. Et de ce point de vue, c'est une espèce menacée. Parce que il y a une quinzaine de jours, je me trouvais dans une maison de télévision et j'ai vu arriver un présentateur que chacun de vous connaît. Et il arrivait dans le même couloir que moi, en face de moi. J'ai vu son ego énorme. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir passer à côté de lui? Ça va être très difficile, il faut que je me baisse. J'ai réussi à passer, mais c'était tout juste. Alors avec Nicolas, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de grosses têtes. Par contre, moi, j'ai des gros pieds parce que mes pieds ont enflé aujourd'hui, mes chevilles, parce que j'ai mis des mauvais souliers, mais je les changerai dès demain. Voilà les 3 raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Nicolas et je suis content de dialoguer avec lui ce soir. Alors, on va probablement faire des bilans, on va évoquer le climat qui se réchauffe, nous l'avons vu tout à l'heure, très rapidement depuis les années 80. Les forêts qui disparaissent très rapidement, puisque nous avons perdu 50% des forêts tropicales en 60 ans, et que à l'horizon 2050, au rythme où nous allons, il n'y en aura plus du tout, ce qui aggravera le changement climatique probablement beaucoup. La biodiversité est en difficulté. Nicolas a été un des organisateurs du congrès de l'UNESCO ou à l'UNESCO sur la biodiversité la semaine dernière. Il y a le problème des ressources halieutiques dont on a parlé longuement cet après-midi. Il y a le pétrole qui va disparaître et nous avons par conséquent le souci, je disais toujours autrefois, des générations futures. Alors je ne dis plus ça maintenant. Maintenant je dis que nous avons le souci de la génération future et que le petit enfant qui est né aujourd'hui à Marseille aura, si nous continuons dans la direction où nous allons et qui va droit dans le mur, des problèmes tout à fait complexes que nous pouvons à peine imaginer, qui pourraient être des problèmes de survie à l'horizon de ces 60-70 ans, qui ne seront pas forcément du tout des horizons ou des lendemains qui chantent. Alors par rapport à cette analyse très rapide, il y a, à mon avis, 3 positions. Il y a celle qui nous est commune, et dont nous allons débattre, c'est-à-dire agir tant qu'il en est encore temps, et tant que le Titanic n'est pas encore heurté l'iceberg. Bon, nous sommes nombreux à penser ça. Et je pense que dans cet auditoire, une large majorité d'entre vous pense que nous sommes sur notre vaisseau spatial qui s'appelle la Terre, que nous y sommes encore pour longtemps, et que comme les problèmes sont imminents, nous devons agir avec urgence. Mais il y a d'autres positions, des positions d'ailleurs qui sont parfois illustrées par des personnages très médiatiques. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème.
que nos technologies sont très puissantes, que nous maîtrisons tout, que nous maîtriserons tout. Alors peut-être que le tsunami les a fait un peu plus modestes, je n'en sais rien, mais il m'arrive de rencontrer, dans le monde scientifique en particulier, qui est le mien, des collègues qui me disent vos préoccupations n'ont pas lieu d'être parce qu'avec nos technologies, nous arriverons à faire face à toutes les difficultés que nous pourrions rencontrer. C'est la deuxième position. Je n'y adhère pas du tout. La troisième position, c'est celle de ceux qui ne sont pas aussi rares qu'on le croit et qui a été illustrée tout à l'heure par nos amis Bogdanov, c'est de dire au fond si la Terre est foutue, ça n'a pas d'importance, on va aller ailleurs. On va aller ailleurs, ils ont été prudents, ils ont parlé que ça se produirait dans l'ordre de quelques siècles, mais nous n'avons pas quelques siècles devant nous. Nous avons devant nous un horizon à 50 ans maxi. Si nous n'avons pas pris les bonnes décisions, dans 50 ans, nous sommes dans le mur. Donc nous n'avons pas le temps d'attendre que des vaisseaux spatiaux hyper sophistiqués nous emmènent sur une planète qu'il faudrait changer de fond en comble. On disait qu'il fallait plusieurs siècles pour que Vénus ou Mars puissent être habitables. Je ne le pense pas du tout. Moi, je pense qu'il faudrait des milliers d'années, parce qu'il a fallu des millions d'années pour que la Terre devienne habitable à la vie. Ça a duré en gros près d'1 milliard d'années. Donc changer une planète, c'est quelque chose qu'on peut imaginer comme une grande utopie, mais ça ne se produira pas. Nous ne le verrons pas, nos enfants ne le verront pas, nos petits-enfants ne le verront pas, nos arrière-petits-enfants ne le verront pas, et personne ne peut dire aujourd'hui quand un homme ira sur Mars. Et s'il va sur Mars, il restera enfermé dans sa capsule et il essaiera tant bien que mal de revenir, ce qui ne sera pas complètement évident. C'est pour ça qu'on ne l'envoie pas, comme vous pouvez le constater. Alors, il ne reste plus qu'une solution, et c'est de cette solution que nous allons parler ce soir, c'est de rendre la Terre habitable et agréable à vivre en ne la malmenant pas comme nous le faisons, mais en étant, disons, pour prendre une image biblique, de bons jardiniers de la Terre. Nous ne sommes pas des bons jardiniers de la Terre. Nous ne sommes même pas des exploitants de la Terre. Nous sommes des exploiteurs de la Terre, ce qui n'est pas la même chose. Et nous la détruisons très vite. Alors je voudrais que Nicolas nous parle de cela, parce que c'est vraiment sa préoccupation majeure, comme c'est aussi la mienne, et je voudrais qu'il fasse comme il le fait si bien à la fin de chacune de ses émissions, et qu'il nous exprime son sentiment sur cette terre que nous devons jardiner avec délicatesse, tendresse et amour. Je dis souvent que je ne suis pas né écologiste. Je le suis devenu. Je le suis devenu, je dirais d'abord par ce qui a été ma première culture, la culture du voyage, qui m'a fait prendre conscience que pour finir, nous vivions dans un monde fini. Et que celui-ci était d'une taille beaucoup plus raisonnable que nous l'imaginions. Et que de fait, la planète, pour employer un terme générique, avait elle aussi son seuil de vulnérabilité. Et puis chemin faisant, sur mon parcours, j'ai rencontré un certain nombre de personnages que je considère un peu comme mes jambes de force, qui ont étayé ces sensations pour les transformer en convictions. Et au nombre de ces personnages, non pas pour te renvoyer l'ascenseur, mais il y a Jean-Marie Pelt, qui fait partie de ces hommes dotés d'une lucidité, d'une raison, d'une tolérance et d'une sensibilité qui fait ou qui font cruellement défaut dans notre humanité d'aujourd'hui. Et dans un de ces derniers ouvrages, et Dieu sait que tu me poses problème parce que tu écris beaucoup, et à chaque fois je le dévore avec beaucoup de plaisir, mais j'ai un peu de retard sur ta production. Et le dernier livre était consacré à la solidarité entre les êtres vivants. Tu ajoutes. J'ai dû en manquer un ou deux entre-temps. Et en début de ce livre, tu nous rappelles que la vie a
démarrait par une coopération, une collaboration entre atomes, puis après entre molécules. Et que depuis, c'est un principe intangible. Cet échange à bénéfice réciproque, ce mutualisme, comme diraient les éthologues. Et nous, les humains, on est en train de décider unilatéralement de rompre ce principe intangible en pensant pouvoir dissocier notre trajectoire de celle des autres êtres vivants. Oubliant que de la même manière que nous avons une communauté d'origine, n'en déplaise à certains, nous avons une communauté de destin. Et si je commence par là, c'est parce que, curieusement, je pense que, et tu me diras ce que tu en penses, je touche du doigt probablement le verrou le plus difficile pour passer à l'action, un verrou culturel. Car souvenons-nous, quelle blessure fut infligée à l'amour-propre de l'homme quand notre camarade Darwin nous fit la démonstration que nous n'avions pas fait l'objet d'une création séparée. Et encore, aujourd'hui, quand nous osons employer le terme évolution, on se met en situation dans les jours qui suivent de recevoir un certain nombre de lettres pas toujours très sympathiques. Et il faudrait maintenant, en plus, que nous admettions que nous avons cette communauté de destin. Alors que, fort de notre technologie, de notre science, dont la profusion et d'ailleurs les vertus sont indéniables, mais nous aveuglent probablement quelque peu, on est quand même assez convaincus que nous serions capables de tirer seuls notre épingle du jeu de ce chaos que nous sommes en train de provoquer. Et je crois qu'on touche du doigt la principale difficulté de l'exercice, c'est cette vanité qui nous aveugle. Et cette nécessité impérieuse de passer du siècle des vanités au siècle de l'humilité. Parce que, pensez quand même à cette extraordinaire pulsion de vie qui, en 3,5 milliards d'années, à partir d'un tout petit peu de matériaux originels, minéral d'ailleurs à la base, a réussi, chemin faisant, à cette profusion que nous avons autour de nous de vivants, que l'on appelle la diversité génétique ou la biodiversité, et que nous, les hommes, en quelques décennies seulement, on se met en situation d'être responsable d'un cheminement inverse, c'est-à-dire de passer de cette biodiversité à retourner vers la bio-uniformité ou éventuellement au chaos originel en un laps de temps très court. Si c'est cela un indice de notre civilisation, la marche triomphante du progrès a quand même maintenant une allure assez misérable. Et je commence par ça parce que tu évoquais tout à l'heure ce scientisme que je comprends. Je comprends que nous ayons cédé à l'enivrement parce que je suis le premier à être ébloui par cette société technologique. Je veux bien croire, dans un laps de temps, comme tu le disais, assez long, comme l'a écrit notre camarade Yves Coppens, que nous serons peut-être un jour capables de changer l'axe d'inclinaison de la Terre pour régler la machine climatique ou de peigner différemment notre patrimoine génétique pour adapter l'homme à son nouvel environnement. Mais je pense quand même que l'hypertrophisation de la technique a quelque peu troublé notre interprétation de la réalité. La nature a un peu perdu de son prestige et on a surtout oublié que notre sort est dans les mains de la nature. Il y a un malentendu. On pense que notre affranchissement progressif de la nature est un gage de notre intelligence. La dominer serait le bonheur suprême. Alors que plus l'on s'éloigne, plus l'on devient vulnérable à chaque instant. Ça paraît probablement évident, énoncé comme ça, tranquillement, dans une salle confortable. Mais j'observe que ça n'est pas aussi évident pour le commun des citoyens de nos sociétés. Avec cette science et cette technologie qui, qu'on le veuille ou pas, a
est responsable quelque part de cette espèce de schisme qui s'est opéré entre l'humanité et le reste du vivant. Je crois qu'il est important, et c'est probablement un préalable, de rappeler sans cesse et partout que l'unité de la nature dépend d'abord de sa diversité. Et que nous n'avons jamais eu autant besoin de diversité aujourd'hui. C'est le seul moyen de faire face au changement. Et je voulais commencer par ça parce que c'est une des leçons que des rencontres comme la tienne, comme celle de Théodore Monod, ou de lectures comme René Dubos, qui disait que l'homme n'est plus relié à rien. C'est le désarroi tragique de l'homme moderne. Eh bien, c'est un message qu'il faut prendre en compte urgemment, parce qu'on est à la croisée des chemins. Nous sommes sommés de changer pour ne pas disparaître. Et ça n'est plus l'urgence, c'est l'imminence. Et nous devons changer globalement. Et je touche du doigt en disant cela parce que quelque chose de fondamental. Einstein disait, quand on a identifié un problème, l'important, c'est de voir l'état d'esprit qui a généré ce problème. Et les désordres écologiques, pour employer un terme générique, qui sont d'une échelle dont on reparlera tout à l'heure, assez effrayante, trouvent leurs racines dans notre culture. Et ça montre bien que c'est grave et complexe à la fois. Complexe parce que ça nous demande individuellement et collectivement dans nos sociétés occidentales de revoir les fondements complets de nos trajectoires. Et que le respect de la vie soit le fondement dorénavant de nos sociétés. Tu parlais de morale, j'aime pas trop ce mot-là. J'ai jamais aimé ce qui m'était imposé de l'extérieur. Je pense que nous, on doit plutôt essayer de s'inscrire dans cette notion d'éthique. Déposer les éléments, là et ailleurs, de réflexion, pour que chacun, ou pas, la transforme, selon son appréciation. Et on nous a inventé ce XXIe siècle, rappelle-toi, pendant longtemps, comme le siècle de l'éthique, il serait spirituel ou il ne serait pas. Eh bien, le corollaire absolu de l'éthique, c'est le respect de la vie sous toutes ses formes, sans concession et sans affection sélective. Oui, sur le mot moral, je voudrais m'exprimer parce que c'est important ce que tu viens d'évoquer. Du point de vue de sa définition philosophique, la morale n'est pas l'ordre moral qui a fait tant tort à la morale. C'est la définition et la recherche de valeurs universelles et éternelles, dont l'éthique est l'application dans des sociétés particulières. Donc nous avons effectivement à prendre les valeurs éternelles et universelles et les appliquer au monde dans lequel nous vivons. Alors dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des illusions. Moi je suis très frappé, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas bon dans ce domaine-là, de cette sorte d'idolâtrie que nous avons pour nos propres œuvres. Nous sommes bouche bée devant nos technologies. Il y a dans cette salle quelques personnes très rares qui ont vécu sans téléphone portable pendant une partie appréciable de leur vie. C'est très surprenant, parce que on se demande comment c'était possible. Ça vous est arrivé. Et aujourd'hui, vous vous dites, comment je pourrais aujourd'hui vivre sans ? Nous pensons que nos technologies, effectivement, vont résoudre les problèmes, et nous avons complètement oublié que nous n'en sommes pas dépendants du tout, et que parfois nous en sommes un très mauvais usage, puisque baignés dans les technologies de la communication, nous n'avons pas réussi à prévenir les Somaliens 8 heures après le tremblement de terre qu'ils allaient être perturbés par une vague du tsunami. Donc nous avons échoué, nous en avons fait un mauvais usage. Et par contre, nous ne pensons plus du tout que si nous pourrions nous en passer, comme les générations qui nous ont précédés s'en sont passées, nous ne pourrions pas nous passer de la nature du tout. Imaginez un seul instant que demain, les plantes disparaissent.
Alors nous en avons en gros pour 3 semaines, un mois. Ce sont les réserves alimentaires, peut-être un mois et demi. Et puis nous mourrons tous. Il n'y a plus personne. C'est fini. L'aventure humaine est terminée. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans les plantes qui sont une expression évidente de la nature à laquelle nous sommes liés. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait enseigner très tôt. À Metz, nous avons développé beaucoup d'efforts pour imprégner dans les cœurs et la sensibilité des enfants des écoles maternelles les grands principes de l'écologie. Nous avons fait des petits jardins à côté de chaque école maternelle, avec des employés municipaux qui vont, avec les enfants, planter des petits pois, des haricots, et ils les voient pousser. Et donc il n'y a plus dans toute la ville de Metz un petit enfant, urbain par définition, qui n'a pas vu pousser des petits pois et des haricots. Et je crois que cette prise de conscience de notre dépendance à la nature est le point de départ pour tout ce qu'on peut ensuite imaginer de faire pour que cette nature, nous ne la cassions pas. Et moi, je suis très préoccupé du fait que l'on parle sans cesse, par exemple, de l'introduction de l'ordinateur à l'école maternelle. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je ne connais pas un gosse, je n'ai pas rencontré dans toute ma vie un gosse qui ne sait pas taper sur un ordinateur à l'âge de 5 ans. Ça n'existe pas. Ça ne pose aucun problème. Ça sera automatique, ça se fera tout seul. Alors pourquoi ça se fait aussi automatiquement, j'en sais rien, mais nous avions ici au festival M. Sheldrake qui nous a fait une très brillante démonstration en nous disant que lorsque des phénomènes se reproduisent intensément, il y a un effet boule de neige qui se produit et ils se produisent encore plus intensément qu'avant. Mais il a probablement raison. Mais si nous ne donnons pas à nos enfants très tôt une sensibilité à la nature, nous sommes perdus. Et je pense que c'est très très bien que les gosses voient tes films. Et moi, j'aimerais bien qu'ils voient aussi les miens, qui sont en carafe, mais qui vont peut-être survivre. Alors, je dis ça en rigolant parce que à Bruxelles, on nous a définis tous les deux comme des ambassadeurs bénévoles de l'environnement pour nos films, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est une préoccupation très importante de commencer tôt et de donner très tôt à toute la population, et l'éducation nationale devrait être mobilisée très fort sur ce thème, une approche fine de la sensibilité et de la fibre écologique. J'entends de moins en moins, mais encore, certains caricaturaient un tout petit peu la démarche écologique en disant cette sempiternelle phrase que tu as dû entendre, mais à vous écouter, on va revenir à l'époque de la lampe à huile. Des bougies. Des bougies même, certains. En fait, on se bat pour essayer d'éviter d'y retourner. Ça n'est pas du tout une vision archaïque. Moi, je ne suis pas dogmatique contre la technologie, contre la science. D'abord parce que, comme beaucoup, je l'utilise et j'en subis les vertus, ne serait-ce que sur un plan médical. C'est l'abus de tout. L'autre disait « rien n'est poison, tout est poison, seule la dose est poison ». Et il y a derrière ça, justement, une des quêtes de l'écologie, c'est la recherche de l'équilibre. Entre cette société minérale, matérialiste, consommatrice, et puis cet ascétisme stérile dans lequel certains aimeraient peut-être nous voir retourner, il y a probablement un point d'équilibre qui est intéressant à trouver. Être capable aussi de se forger un peu de capital immatériel. L'équilibre entre la société de l'avoir, que Victor Hugo avait déjà bien visualisé en disant « à force de vouloir posséder, c'est nous-mêmes qui sommes devenus possédés ». Et puis la société de l'être. Et c'est en ça d'ailleurs que le combat écologique prend toute sa noblesse. C'est trouver ce point d'équilibre, sortir de cette civilisation du gâchis dont je pourrais
à l'infini vous donner des exemples tout à l'heure, et aller vers cette civilisation plus respectueuse. Et c'est ce point d'équilibre qui est effectivement difficile à trouver. Mais aussi, et c'est là que je reviens à cette notion du progrès, le défi écologique, pardon d'employer le mot écologique ou les mots développement durable ou les mots environnement, aucun me va tout à fait, mais ils sont dans le vocabulaire commun. On peut le voir de deux manières. La première manière, c'est que si effectivement on continue à faire la politique de l'autruche, au passage, la posture de l'autruche n'a jamais empêché de se prendre un coup de pied dans le derrière, au contraire, ça met le postérieur à bon niveau. Et si on continue à avoir cette attitude-là, nous aurons des rappels à l'ordre d'une échelle qu'on ne peut pas soupçonner, à côté duquel, malheureusement, je le crains, le tsunami du début d'année ne sera qu'un pitoyable souvenir. Mais la deuxième manière, et je préfère me tourner vers celle-là parce qu'elle m'emballe, c'est que c'est probablement l'ultime et en même temps magnifique occasion pour l'humanité de redonner du sens au progrès. D'utiliser ces outils technologiques, scientifiques, historiques, économiques, encore faudrait-il les ordonner différemment et savoir quelle est la finalité de tout cela. J'avais, il y a très peu de temps, un dialogue que je souhaite prolonger à travers un ouvrage avec quelqu'un, je crois, qui est déjà venu dans ce festival, qui s'appelle Pierre Rabhi. Bien sûr. Un cristal, au sens spirituel de l'homme. Il considère que la finalité de l'homme, c'est l'enchantement. Je ne prendrai pas sa place pour donner la définition de l'enchantement. Et je pense en tout cas qu'un des rôles de l'homme, c'est d'accompagner l'évolution jusqu'à son terme et non pas de l'interrompre. Et c'est aussi pour moi une manière d'aborder ce défi. Et puis c'est aussi l'écologie, le développement durable, une manière de consacrer deux nouvelles formes de solidarité. On parlait de solidarité tout à l'heure. On a actuellement un monde qui essaie d'être solidaire dans l'espace, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Et bien là, c'est une manière d'ériger deux nouvelles formes de solidarité, une solidarité avec le vivant, quel qu'il soit, et une solidarité avec le futur. Parce que ne doutons pas que nous serons comptables devant l'histoire de notre inertie, de notre immobilisme, de notre scepticisme, du gâchis et des équations que nous allons léguer sans solution. Et ce crime contre nature que nous sommes en train d'opérer se transformera en crime contre l'humanité. Et que chaque jour que nous cédons à nous entêter et que nous cédons à l'immobilisme épaissit un peu plus notre culpabilité. Et moi, je rêve de cette humanité-là, parce qu'elle est latente. Einstein parlait de cette humanité qui se caractérisait par la profusion des moyens et la confusion des intentions. C'est tellement révélateur de notre époque. On est noyé, on ploie sous nos découvertes, englué dans les filaments du progrès. Alors qu'une impulsion, un peu de bon sens, un peu de raison, collectivement, et nous pourrions enfin inscrire le progrès dans la durée, pour peu qu'on cesse de confondre progrès et performance. Alors, vous ne savez pas... Je ne savais pas qu'Einstein avait parlé de profusion et de confusion, mais c'est une expression que j'aime bien et que j'emploie aussi très souvent, parce que je crois qu'elle définit assez précisément l'état chaotique du monde dans lequel nous vivons. Mais je voudrais peut-être insister, parce que c'est le nœud de notre situation et de notre conversation, ce que tu as appelé tout à l'heure l'imminence et que j'ai appelé l'urgence, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps.
et qu'on est obligé d'aller maintenant très vite et que les changements d'orientation sont des exigences du futur immédiat. Quand on parle de l'empreinte écologique, on nous dit, voilà, si tous les citoyens du monde vivaient comme les Américains, il faudrait 5 planètes pour couvrir leurs besoins. Si tous les citoyens du monde vivaient comme nous les Français, il faudrait 2 planètes et demie pour que les besoins soient couverts. Alors il se trouve qu'il y a beaucoup de pauvres dans le monde et qui n'utilisent pas beaucoup de ressources, qui sont très misérables et qui font pour le moment l'équilibre. Mais cet équilibre est déjà perturbé et nous mangeons très rapidement le capital. Alors ce qui me frappe beaucoup, c'est cette espèce d'emballement des choses. Quand nous avons commencé à parler d'écologie, pour moi c'était dans les années 60, c'était un peu les petites fleurs, c'était les oiseaux qu'il fallait protéger, nous étions considérés comme des gens plutôt sympathiques, mais on n'avait pas du tout la conscience planétaire que l'on a aujourd'hui et qui s'est considérablement développée. Je crois qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui ont conscience qu'il faut aller vite. Non pas que nous soyons la première génération à porter gravement atteinte à la planète. En fait, ça remonte à très loin. Depuis que l'homme a créé des civilisations, il les a assis, ces civilisations, sur une exploitation plus ou moins dramatique de la planète. Et très souvent, les civilisations se sont effondrées parce qu'elles avaient usé leurs ressources. On pourrait prendre d'innombrables exemples, je vais en prendre 2 parce qu'ils me viennent à l'esprit comme ça. L'un est peu connu, mais il me vient d'une expérience que j'ai eue quand je faisais le cours d'écologie à une institution universitaire internationale qui s'appelle le Collège d'Europe à Bruges, où l'on forme les hauts fonctionnaires de l'Union européenne. Et alors on avait des jeunes, dans le 3e cycle, de tous les pays d'Europe, et on avait en particulier, lorsque l'Europe s'est ouverte aux pays du Sud, on avait des Espagnols et on avait des Grecs. Alors j'étais très très frappé. Quand je demandais aux Grecs quel est chez vous le problème écologique le plus important, quelle que soit l'année, tous les Grecs me répondaient la même chose, c'est la pollution de l'air à Athènes, attendez bien, qui atteint et détruit le Parthénon, pas eux. Ils n'avaient pas conscience que la pollution de l'air leur faisait du tort à eux, à leur santé. Ils pensaient que c'était la destruction d'un patrimoine auquel ils sont naturellement très attachés. Aucun Grec, jamais, n'évoquait le déboisement de la Grèce. Or, la Grèce, à l'époque d'Homère, c'est-à-dire 8 siècles avant Jésus-Christ, était entièrement boisée. Et puis la Grèce est devenue une grande civilisation, et à l'époque de Platon, 4 siècles et demi après, elle était entièrement déboisée. Il a fallu 4 siècles et demi pour déboiser entièrement la Grèce. Et Platon, dans plusieurs de ses textes, évoque cette Grèce d'Homère, les bergers d'Arcadie, un univers paradisiaque, et il disait qu'aujourd'hui, sur les coteaux desséchés, il n'y a plus que des rochers qui sont comme le squelette d'un être mort. Alors il y avait les Espagnols. Il disait à l'école, on nous a appris que il y a quelques centaines d'années, un écureuil pouvait aller en sautant d'un arbre à l'autre des Pyrénées jusqu'à Gibraltar. Et que notre pays a été complètement déboisé. Mais par contre, ils ne savaient pas pourquoi il avait été déboisé. Et je leur ai expliqué comment leur pays s'était déboisé. Et ça, c'est très important, parce que ça va m'amener à ce que tout à l'heure nous a dit Nicolas. Il s'est passé que, en Espagne, avant la Reconquista, c'est-à-dire avant que les rois catholiques aient récupéré la totalité du territoire, s'est développée une association d'éleveurs de chèvres et de moutons qui s'appelait la Mesta. Et cette association était très puissante, elle versait d'ailleurs des impôts considérables à la couronne, et elle était soutenue par la couronne. Et ces éleveurs avaient des privilèges extraordinaires. Par exemple, c'est une chose qui paraît insensée, ils avaient le droit de traverser les terres des paysans. Les paysans faisaient alors d'innombrables procès,
il les perdait toujours parce que la puissance étatique était en faveur de ses éleveurs. Et il traversait l'Espagne et il tondait l'Espagne. Et puis voilà que l'Espagne est devenue riche. Parce que l'Espagne a découvert le Pérou et l'or du Pérou et l'or des Incas. Et avec cet or qui est arrivé en Espagne, on a acheté infiniment plus de chèvres et infiniment plus de moutons qu'avant. Et ils ont tout tondu. Et si vous allez de Barcelone à Madrid en passant par Saragosse, bon, vous traversez un quasi-désert. C'est à peu près comme si vous traversez les déserts d'Iran ou les déserts de Mauritanie. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien du tout. L'Espagne est complètement tondue. Si l'Espagne devait vivre de ses propres ressources, ce serait extrêmement dramatique. Enfin, je fais une petite parenthèse parce qu'on est à Marseille. Si Marseille devait vivre de ses propres ressources, ça serait dramatique aussi, parce que sur la chaîne de l'Estac, il ne pousse plus rien non plus. Et qu'on a tondu aussi pendant des milliers d'années toute cette nature méditerranéenne qui était entièrement boisée il y a encore 2000 ans, lorsque les Romains sont arrivés ici, et qui maintenant, évidemment, est totalement déboisée. Donc, la richesse a entraîné la destruction. Et ça, c'est une leçon que l'on trouve dans de nombreux autres exemples. Je n'ai pris que celui-là. On pourrait prendre celui de l'Empire Khmer, ça s'est passé de la même manière. On peut prendre celui de l'Irak avant la guerre d'Irak actuellement, mais avant le pétrole, ça s'est passé de la même manière. Les civilisations montent, elles exploitent le milieu, elles deviennent riches, elles l'exploitent de plus en plus, et puis tout d'un coup les ressources font défaut et elles s'effondrent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la Terre tout entière qui est prise dans le processus. La Terre tout entière est prise dans ce processus, et notre civilisation occidentale, si tant est qu'on puisse parler d'une civilisation occidentale, parce que moi je me sens pas très proche des Américains, mais enfin c'est une autre affaire, et j'ai une culture plus européenne en tout cas, et je suis très attaché à l'Union européenne, mais je pense que nous courons le même risque, c'est-à-dire finalement de nous autodétruire en ayant usé jusqu'à la corde non pas seulement nos propres territoires, mais la terre entière, et ceci est un risque, malheureusement, chers amis, à très court terme. Et je n'ai pas la solution miracle pour l'éviter, mais quand je vois la Chine monter en puissance, l'Inde monter en puissance, et que je vois que ceci coûtera de plus en plus cher en ressources, et que notre terre n'arrivera pas tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, à faire face, je dois dire que je suis extrêmement inquiet. Et je pense que si la prise de conscience aujourd'hui est forte, le moment est venu de passer aux actes. Alors nous chantons aux armes citoyens, et moi j'aurais envie de chanter aux actes citoyens. Tu disais qu'on n'a pas attendu la civilisation industrielle pour commencer à toucher au sacré et à profaner la nature. Mais on a changé quand même d'échelle. Je pense même que notre impact doit être probablement largement visible de l'espace. En tout cas, il est pour le non-expert et le profane au ras du sol à chaque instant. 2-3 exemples récents de terrain. Tu parlais des écureuils qui pouvaient passer d'une région de l'Europe à l'autre à une époque. J'étais à Bornéo, dans cette forêt qui n'est plus qu'un, je dirais, un ensemble de petits îlots forestiers, que les orang-outans pouvaient traverser l'île de Bornéo du nord au sud au XIXe siècle. Et j'étais dans un centre de soins pour orang-outans. Et le jour où j'étais là, un des soigneurs devait rendre à la liberté un orphelin orang-outan dont la mère avait été trouvée électrocutée sur une ligne électrique. Et on avait recueilli ce jeune orang-outan quelque peu apeuré. Et ce jour-là, on devait, une fois qu'on lui avait redonné des forces et qu'il avait une certaine maturité, le rendre à la vie sauvage. Et quand son soigneur a ouvert la cage, il y avait un peu de forêt devant lui,
et nous étions tous convaincus qu'il allait partir vers cet espace. Et au contraire, il est sorti de la cage et il s'est précipité dans les bras de son soigneur, il s'est agrippé, en hurlant, tant il savait que le retour à la vie sauvage le condamnait, et que sa seule sécurité était en captivité. Et d'ailleurs, à cet instant, je me suis rappelé cette phrase de Cioran, qui disait, et il faudrait bien qu'on lui donne tort d'ailleurs à Cioran, « L'homme est un animal qui a trahi, l'histoire est sa sanction. » Parce que je voyais dans cet orang-outan, dans lequel, pardon, par anthropomorphisme, je nous identifiais pour partie, 99% en commun de notre patrimoine génétique, toute cette trahison. Je me disais, mais si nous les hommes, on n'est pas capable de prendre en charge le destin des grands singes, alors le petit capricorne endémique des Alpes, dont quelques écolos illuminés se soucient, illuminés entre guillemets, c'est comme ça qu'on les voit actuellement, n'a évidemment aucune chance qu'on s'intéresse à lui. Et partout où je vais, j'ai l'impression de croiser des reliques vivantes, d'arriver juste à temps. C'est effrayant. Il y a peu, j'étais sur la banquise en Arctique. Pardon, je ne suis pas venu ici raconter mes voyages, mais c'est juste pour vous dire ce qui nourrit mon inquiétude et accessoirement ma révolte. J'étais sur la banquise en Arctique et j'ai pu constater ce que je lisais dans les nombreux rapports scientifiques, c'est qu'effectivement l'épaisseur de cette banquise arctique s'est réduite et que sa surface, notamment ce qu'on appelle la glace estivale, c'est-à-dire la banquise d'été, s'était considérablement réduite en surface depuis près d'un siècle. Je dis ça parce que ce qui semblait immuable jusqu'ici, ce qui semblait faire partie de la Terre pour l'éternité, on a touché, compromis tous les grands équilibres. On n'a pas seulement dévasté des écosystèmes, on touche aux grands équilibres. On sait bien, entre autres, que l'océan Arctique, au-delà d'être le refuge d'écosystèmes tout à fait merveilleux, et au passage, on nous dit que le sort des ours polaires à l'état sauvage est probablement condamné dans les 50 prochaines années, et que déjà aujourd'hui, les femelles ont des dérèglements hormonaux dus à la pollution au plomb véhiculé par l'atmosphère, mais ça paraît presque anecdotique quand on nous dit que cette banquise joue un rôle fondamental dans les grands équilibres thermiques, puisque cette surface blanche, évidemment, renvoie beaucoup d'énergie dans l'atmosphère. Et que plus elle se diminue, plus elle laisse place à un océan sombre qui, lui, a une capacité d'absorption calorifique beaucoup plus élevée. Et qu'en plus, la formation de la glace est à l'origine de grands courants océaniques, puisque au moment où la glace se forme, il y a précipitation de sel, et ce que nous expliquent les spécialistes, c'est que c'est le début des mécanismes des grands courants climatiques et que tout cela participe également à l'équilibre climatique. Et puis, dernière anecdote qui me remonte, juste pour vous donner à travers 3 exemples un petit état des lieux. J'étais sur un bateau de pêche entre Madagascar et l'île d'Europa, parce que c'est la seule unité que j'avais trouvée pour faire un tournage sur Europa. Et à l'arrière de ce bateau, il y avait des immenses bobines. Et je me suis fait expliquer ce que c'était que cette pratique de pêche. Très conventionnelle, c'est une ligne qui faisait 70 km de long avec un hameçon tous les mètres. Et je me suis inquiété de savoir ce qu'il faisait quand ça s'en mêlait, parce que je ne doute pas qu'une ligne de 70 km puisse s'en mêler de temps en temps, parce qu'il y en avait 4 bord à bord. Ah ben on coupe, et on laisse partir comme ça des dizaines de kilomètres d'appât sur lequel les poissons vont évidemment mordre et les oiseaux par-dessus. Il y a 50 000 km de filets dérivants à la surface des océans. Non seulement on est en train évidemment d'atteindre la biodiversité, mais au passage, notons aussi que ce que l'on appelle la biomasse est en train de fondre comme peau de chagrin à vue d'œil. Les scientifiques d'Ifremer, s'il y en a dans la salle, ne me démentiront pas en disant qu'on a divisé par 10 en quelques décennies la biomasse, c'est-à-dire la quantité de ressources halieutiques ou de matériaux organiques dans les océans. On a changé d'échelle. Et par rapport à tout cela,
Ce diagnostic pour lequel il y a maintenant, tant dans l'érosion de la biodiversité que pour les changements climatiques, une sorte d'unanimité scientifique. D'ailleurs, au passage, que d'années précieuses nous avons perdues dans les controverses scientifiques en attendant d'avoir une modélisation imparable. Il y avait quand même, en matière judiciaire, on aurait dit un faisceau de présomption qui aurait dû nous inciter à agir. Mais enfin maintenant, globalement, sur le diagnostic, on est d'accord. Sur les modélisations, on est prudent et c'est normal. C'est compliqué de savoir exactement de combien la température va s'élever et quelles conséquences ça aura sur la fonte des calottes, sur le plan sanitaire, sur les désordres écologiques, sachant qu'il y a eu de tout temps des grandes variations climatiques, il y a eu de tout temps des érosions de la biodiversité, mais jamais dans un laps de temps aussi court. Et l'évolution va être prise de court, évidemment, y compris probablement notre propre adaptation. Et par rapport à ces risques majeurs que les scientifiques nous livrent, et je note quand même que les grands timoniers de la planète, après la conférence de Stockholm et toutes celles qui ont suivi, se sont dotés pour essayer d'y voir clair, pour voir si les inquiétudes des écologistes des années 60 ou 70 étaient avérées. Ils sont dotés d'institutions avec des moyens d'expertise importants pour leur faire un diagnostic et on croule sous les expertises, les rapports pléthoriques. Donc l'heure n'est plus au doute. On trouvera ci et là, et on n'évoquera pas de nom ici, quelques poches de résistance qui ont trouvé là une espèce de niche d'expression pour prendre tout ça à rebrousse-poil. Mais enfin, quand même, le tableau est sombre. Et qu'est-ce qu'on nous met en face? Une indigence de réaction qui est totalement affligeante. On sous-traite à quelques-uns dans la société, dans un gouvernement, dans un parti politique, la prise en charge de ce problème qui, ni plus ni moins, nous demande d'inventer une nouvelle société avec de nouveaux fondements. C'est toute la société dont nous avons besoin. Une société qui demain peut construire cette société solidaire du futur, solidaire des êtres vivants et au passage solidaire du Sud. Parce que quand on nous dit que nos préoccupations écologiques, c'est une préoccupation de pays riches, c'est un devoir de pays riches. Parce que les premiers qui trinquent, c'est toujours les mêmes. Ce sont les pays du Sud. Un exemple. 5 cyclones en Floride l'année dernière, 4 morts. Une tempête à Haïti, des milliers de morts. On n'est pas égaux devant les désordres écologiques. Et une société qui demain voudrait se mettre en ordre de marche, une société qui inventerait cette société du développement durable, pour la proposer après aux pays en développement. Parce que c'est à nous de la créer, cette société. Si l'on veut avoir la moindre légitimité pour demander aux pays qui sortent enfin la tête de l'eau d'adopter d'autres modes de consommation et d'autres modes de production, nous devons nous donner l'exemple. Et cette société, c'est une société où les écologistes crient leurs inquiétudes sans être toujours pris pour des illuminés ou des mauvais prédicateurs. C'est une société où les scientifiques nous éclairent sur la validité ou pas de ces inquiétudes. C'est une société où les chercheurs ont des moyens pour nous offrir des alternatives. C'est une société où les politiques décident avec une vision de l'avenir. C'est une société où les industriels accompagnent et innovent et où les citoyens participent. Cette société, elle n'existe pas au jour d'aujourd'hui. On voit la protection de la nature, pour employer un terme générique, en conflit d'intérêts, alors qu'il y a là une confluence d'intérêts. Et tant que nous ne nous mettrons pas globalement en ordre de marche, toute la société, non pas l'une contre l'autre. Et au passage, j'ai volontairement ou involontairement omis un acteur ou des acteurs indispensables aussi dans l'élaboration de cette société et de cette nouvelle éthique, les intellectuels. Où sont-ils, les intellectuels, dans ce combat qui est quand même le combat le plus humaniste qui soit, puisque nous nous préoccupons du sort de l'humanité de demain, de nos enfants, et évidemment encore plus de nos petits-enfants. Il faut reconstruire un capital de valeur. Et ils sont aux abonnés absents sur ce combat-là. On nous a sous-traité aux ONG, aux associatifs ou à quelques individus ce combat gigantesque, en créant de surcroît un malentendu
pensant qu'à partir du moment où nous avons identifié le problème avec l'aide des scientifiques, nous ne sommes que des relais, nous avons toutes les solutions qui vont de pair. Oui, nous avons quelques solutions ci et là, notamment pour sortir de cette civilisation du gâchis. Mais sur le reste, sur les fondements de cette nouvelle société, sur cette nouvelle économie plus respectueuse, avec cette obligation de fiscalité énergétique, de fiscalité écologique pour peser moins sur l'environnement, on ne peut pas seul le faire. Et je dis ça parce que je crois qu'un des préalables pour avoir une petite chance d'incliner les tendances ici et ailleurs, c'est que l'ensemble de la société opère dans le même sens et que nous ne trouvions pas dans l'écologie une nouvelle occasion de nous diviser, mais au contraire, une occasion de nous rassembler. Ce que tu dis est très important parce qu'on a souvent l'impression de mener des combats solitaires et qui ne débouchent pas en fait sur des décisions. Je vois le mal que nous avons eu à faire avancer le projet du parc national de Guyane, par exemple. Je pense à cet exemple parce qu'il me vient à l'esprit. Je me souviens que nous étions très mobilisés par le Club de Rome lorsqu'il avait publié son ouvrage Halte à la croissance, il y a de ça maintenant à peu près 30 ans, et qu'on en est toujours exactement au même point. Il y avait d'ailleurs à l'époque un polytechnicien qui avait fait un bouquin où il avait montré qu'un des éléments les plus favorables à la croissance étaient les accidents de la route. Et il disait ceci: plus il y a d'accidents de la route, plus il y a de voitures cassées. Donc c'est excellent pour les garagistes, naturellement, et pour les carrossiers. Ça fait augmenter l'activité, donc la croissance de leur secteur économique, à moins que la voiture soit morte. Alors si la voiture est complètement morte, eh bien évidemment, on va en acheter une neuve. Et c'est donc excellent aussi pour l'industrie automobile. Alors dans les voitures, il y a des gens, ils peuvent être cassés, alors ils vont dans les hôpitaux. C'est excellent parce que ça gonfle le nombre de journées d'hospitalisation. Et puis il y en a qui meurent. Alors ça, c'est excellent pour les pompes funèbres. Et puis il a fait un calcul très sérieux. Il a montré que ça a augmenté la croissance de 0,15 à 0,20%, ce qui était tout à fait considérable. Ce raisonnement était évidemment complètement absurde, mais il faut quand même que nous nous disions ce soir que c'est encore comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Deuxième exemple, un peu plus drôle. Nous avions fait une démarche avec mon ami Philippe Saint-Marc, chez Giscard d'Estaing, pour qu'on mette la ceinture quand on conduit une voiture, parce qu'on avait des chiffres venant des pays qui appliquaient ce processus, et le nombre d'accidents graves et de morts était très diminué quand on mettait une ceinture. Donc il faut qu'on mette une ceinture. Mais voilà que quand on a mis la ceinture, les services de traumatologie des hôpitaux se sont trouvés tout d'un coup dépourvus de clients. Et dans l'hôpital dont j'étais le président à l'époque, quand j'étais maire adjoint à Metz, il y a eu un débat qui n'en finissait plus au conseil d'administration sur le point de savoir qu'est-ce qu'on allait faire pour remplir le service. Alors j'ai dit à mes collègues, écoutez, ce service, on va le vider et on va le reconvertir. Ah oui, mais les médecins n'étaient pas d'accord, les gens du service n'étaient pas d'accord non plus. J'ai dit, écoutez, on va faire ceci, nous sommes au 2e étage. Nous allons ouvrir la fenêtre. Nous allons tous sauter par la fenêtre et tout le service sera plein. Bon, chers amis, ça vous fait rire, mais nous marchons comme ça. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Alors nous avons inventé entre-temps le développement durable. Alors peut-être qu'avec le développement durable, nous allons petit à petit réussir à avoir d'autres manières d'aborder ce fonctionnement complètement absurde de l'économie où les bons résultats peuvent être liés à de très mauvaises circonstances. Mais ce développement durable, il ne vient que très lentement. Moi, je suis très frappé qu'on parle énormément du développement durable. Ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, de toi non plus d'ailleurs. Mais bon, on le voit venir très timidement. Et on aimerait que sur ce plan-là, il y ait une accélération des processus et qu'on sorte petit à petit de cette adulation de la croissance, parce que, ayons une pensée amicale pour notre pauvre M. Raffarin, tous les soirs, lorsqu'il va coucher,
il prie Dame Croissance de revenir, parce que c'est là une divinité extrêmement capricieuse, une amante infidèle, qui ne vient pas à ses rendez-vous. Elle ne vient jamais d'ailleurs, vous voyez bien. Elle n'est jamais là, mais on ne parle que d'elle. Alors, je pense que nous devons changer tout ça. Et maintenant, Nicolas va nous dire comment. Bon, ben, j'espère que vous avez la nuit, parce que... Ah, le vache. Ceci dit, c'est vrai qu'on vit sous le culte de la croissance quantitative. Et un mot quand même, parce que on touche du doigt la complexité de l'énoncé du problème. C'est que ce qui est une bonne nouvelle pour nos sociétés, enfin en tout cas ce qui paraît-il est l'indice majeur, c'est-à-dire une croissance quantitative, est paradoxalement la plus mauvaise nouvelle pour l'écologie dès lors que nous vivons dans un monde fermé et clos. Et que nous avons dépassé depuis le début des années 80 l'empreinte écologique, ou en tout cas la capacité de la Terre à fournir les besoins de l'homme, bon, pour faire court. Et donc, dès que nous avons posé comme ça l'énoncé du problème, je peux vous dire que quand vous dites ça à certains hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, là vous voyez vraiment la pupille se dilater, et regardez s'il y a une porte de sortie pour partir en courant, parce que vous touchez là, évidemment, des fondements, des fondamentaux. Et trouver cette pierre de Rosette qui permette de scinder les flux, c'est-à-dire que les flux économiques n'entraînent pas à parité des flux énergétiques ou des flux de matière, évidemment, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que l'idée qu'on puisse comme ça donner ce problème à quelques-uns, que dans un gouvernement, on puisse donner à un ministre de l'écologie ce problème à résoudre, c'est comme si vous avez un bateau avec 12 rameurs et qu'à l'arrière, il y en a un qui rame désespérément dans l'autre sens. Tant qu'on sera dans cette architecture gouvernementale ici et ailleurs, on sera dans le théâtre des apparences. Et je profite d'ailleurs de l'emploi de cette expression de théâtre des apparences parce que ça fait une petite diversion, mais quand même. J'ai appréhendé l'écologie d'une manière un peu particulière pour certains, étant un peu à l'extérieur du système et allant voir de temps en temps comment ça fonctionnait à l'intérieur pour tenter, selon la pratique du cheval de Troie, d'essayer aussi de l'intérieur de faire bouger les choses. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait une immense malentendu auquel tout le monde collectivement participait. On a le sentiment, nous, que quand on participe à des élections, on confie le pouvoir aux hommes politiques. Et on passe notre temps à pester qu'ils n'utilisent pas ce pouvoir pour faire les changements qu'ils ont soit annoncés ou que soit nous voudrions. Le problème, c'est que, pour finir, dans le système dans lequel nous vivons, la part de pouvoir des hommes politiques est excessivement réduite. Et on entretient ce malentendu parce qu'eux ne veulent pas l'admettre. Donc, dans un effort désespéré de communication et d'effet de manche, ils donnent le sentiment de l'avoir. Et nous, participant notamment avec les médias à cette illusion collective, on se désespère qu'ils ne l'utilisent pas à meilleur escient. Si je dis ça, ça n'est pas pour faire de la démagogie facile. C'est qu'il y a un problème de démocratie, c'est que dans le domaine qui est le nôtre, on est à la convergence et à la confluence de tous les lobbies. Et qu'une des raisons pour laquelle on a du mal à faire bouger les choses dans la notion de développement durable, entre guillemets, c'est que vous ne pouvez pas imaginer le travail des lobbies pour faire en sorte que les petits intérêts particuliers ou sectoriels ne soient pas pénalisés par ces vues à long terme. Je le dis parce que ça, c'est véritablement un écueil de notre société. Parce que ne doutons pas que les hommes politiques, quels qu'ils soient, rêveraient de sortir par la grande porte. C'est-à-dire que le peuple les réclame en leur disant « bravo pour ce que vous avez fait ». Malheureusement, c'est rarement le cas. Mais parce que force est de constater que le poids des lobbies n'est pas quelque chose d'abstrait. Quand on parle d'écologie, on touche au lobby de l'énergie, on touche au lobby agricole, on touche à tous les lobbies, des transports, de l'industrie automobile, que sais-je encore.
Et que tant que tout ça, encore une fois, ne marchera pas dans le même sens, tant que tous ces lobbies-là, qui sont des assemblées de personnes, et que ces personnes individuellement ne se poseront pas la question de savoir qu'ils sont pères de famille, et qu'un jour leurs propres enfants diront « mais papa, toi, tu savais à cette époque-là, et vous avez fait quoi pour éviter que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes ?» Et c'est un problème de société important. L'énoncé n'est pas le régler, mais c'est déjà probablement avancé dans sa résolution. On est d'accord. Si vous avez, je crois que c'est le moment, envie de nous poser des questions, surtout à Jean-Marie. Surtout à Nicolas. On le fera avec plaisir. Et vous levez le doigt, je crus comprendre qu'il y avait des hôtesses pour répondre à vos questions. On a bien compris que les politiques n'avaient pas le pouvoir qu'ils prétendaient. Alors qu'est-ce que le pouvoir, finalement, c'est nous qui l'avons. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Pour tout vous dire, votre question, c'est une question qui me hante. Je ne dis pas ça exagérément, mais parce que c'est une question qui nous revient souvent en pleine figure en disant, vous savez, ce que vous nous dites, on le sait, on le partage, ce n'est pas vous qui nous l'avez appris, on le savait, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est notre pouvoir ? Je m'aperçois que, individuellement, on peut faire pas mal de choses. Mais évidemment, si collectivement, il n'y a pas une organisation qui se met en place, ça restera un peu dérisoire, pour ne prendre qu'un exemple caricatural, mais enfin, l'homme qui s'évertue à rouler en vélo dans une ville asphyxiée, c'est une contribution généreuse, mais à mon avis même un peu insensée. Je ne veux pas dire par là que tout le monde doit rouler en vélo, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on essaye d'avoir un geste d'éco-citoyen en achetant un produit un peu plus respectueux de l'environnement, moins énergivore, issu de l'agriculture biologique, on est immédiatement pénalisé économiquement. Il ne vous aura pas échappé que dès qu'on essaie de faire un geste, ça coûte plus cher. C'est pour ça d'ailleurs que je disais tout à l'heure qu'un des outils, me semble-t-il, importants pour apprendre non pas à consommer plus, mais à consommer mieux et à produire mieux et pas à produire plus, c'est la fiscalité écologique et la fiscalité énergétique. Pour autant, pour revenir à votre question, je crois qu'il faut donner des signaux à ceux qui nous gouvernent sur le fait que nous sommes prêts à participer à cette nouvelle société. Mais qu'il faut qu'ils nous proposent des véritables changements qui ne soient pas des leurs, qui ne soient pas des trompe-l'œil, qu'on est prêt à ces efforts, non pas des efforts qui vont nous faire moins bien vivre, qui vont au contraire nous épargner à nous et à nos enfants, je pense, ici et ailleurs, un certain nombre de crises. Il faut qu'on leur donne ce signal. Le problème, c'est que le mouvement écologiste en France, pour ne parler que de la France, il est disséminé. Il rayonne localement, avec une énergie d'ailleurs incroyable. Heureusement que le milieu associatif est là. Mais il ne pèse pas collectivement. Et donc, comment faire en sorte que nous puissions montrer, quantifier cette attente qui est beaucoup plus importante et partagée qu'on l'imagine, pour donner un signal fort, pour dire on est prêt à cette société, faites-la. Alors, on peut évidemment militer, on peut agir Nous, on va sortir par exemple à la Fondation, c'est un petit truc, mais on n'est pas les premiers à l'avoir fait, un petit livre vert de l'écologie bientôt, pour que vous et moi, on puisse au quotidien voir comment on peut peser moins lourd sur l'environnement. C'est pas mal, bien entendu que c'est important. La somme de ces petits gestes finit par avoir un impact. Mais si en même temps la société ne se met pas en ordre de marche, je comprends qu'on soit tous un petit peu réticents à se dire « je fais des efforts, mais pour finir, pour revenir à la métaphore du Titanic, ça va peut-être faire heurter l'iceberg un peu moins vite, mais enfin, en finale, le résultat sera le même. » Mais elle ne va pas se mettre en marche quand elle sera obligée de le faire, c'est-à-dire quand elle aura compris qu'il y a un certain nombre de citoyens qui sera devenu assez grand et qu'il faut leur répondre quelque chose. Donc c'est à nous de commencer, c'est pas à nous d'attendre qu'on mette un produit clé en main. Je suis d'accord avec vous, c'est en fait à mon niveau, mais je n'ai pas toutes les clés. Je réfléchis à une idée
pour faire en sorte que nous puissions quantifier cette attente, cette volonté d'agir, qui est plus importante qu'on l'imagine, pour donner un signal fort aux hommes politiques, pour leur dire, vous voyez, cette attente, elle est partagée, elle est nombreuse, donc maintenant, vous pouvez y aller. Voilà, comment la quantifier, comment la drainer, comment la rassembler dans une espèce d'élan citoyen pour dire, voilà, nous, on adhère à un certain nombre de principes, on est prêt demain à participer à cette société. Mais donnez-nous le choix aussi, donnez-nous le choix. Faites en sorte que quand on aura des choix, notamment des choix de consommateurs, entre autres, ces choix ne soient pas toujours pénalisés et donc il ne faille pas avoir un certain niveau de vie pour pouvoir y participer. Et puis, donnez-nous aussi des alternatives. Faites en sorte que la recherche demain nous offre des choix. On est dans des impasses dans beaucoup de domaines. Il n'est pas normal aujourd'hui que dans un monde de mobilité, on n'ait que comme choix pour circuler en ville, pour ceux qui veulent continuer à rouler dans des véhicules individuels, que des berlines de 4 ou 6 cylindres. Là aussi, la technologie et l'industrie pourraient être totalement novatrices et inventrices. Encore faut-il qu'on leur fixe des normes et qu'on leur fixe des orientations. C'est un peu abstrait ce que je vous dis. C'est abstrait, oui et non. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, nous, on a une force importante. On peut donner un élan, une impulsion. Mais on ne pourra pas, nous seuls citoyens, contre tout le système si le système également ne se met pas en place. Ça vous montre la complexité de la tâche. À mon petit niveau, j'essaye de mobiliser tous les acteurs de la société, industriels, hommes de gauche, hommes de droite, laïcs, hommes d'église, citoyens, industriels, agriculteurs. Ça commence à bouger. Il y a une diffusion de la prise de conscience, avec un petit effet pervers qui est quand même un sérieux bémol. C'est que chacun s'empare aujourd'hui de cette prise de conscience écologique et se donne bonne conscience. Et pense qu'en véhiculant tout cela, on a traité le problème. Le problème est complexe, il est grave, et encore une fois, il ne se traitera pas à la marge. Si demain, on nous propose de nouveau, qu'il soit de gauche ou de droite, en France, un gouvernement avec un ministère de l'écologie aussi abscon, avec une visibilité politique et économique aussi minable, nous prendrons acte que tout ce qu'on pourra nous dire derrière sera de la duperie. Oui, bonsoir. Alors moi, je ne parlerai pas en tant que citoyen individuel, mais plutôt en tant qu'animateur scientifique donc, d'une association d'éducation populaire. Et donc je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos justement de ce rôle que tous ces acteurs ont d'insuffler ce regard, notamment là je parle aux enfants, qui représentent aujourd'hui ce que le monde sera demain. Et donc nous, en tant que, on va dire, adultes, donc je ne suis pas encore un vieux de la vieille, toujours est-il que j'ai une rage, c'est vrai, que je porte aussi en moi, qu'on nous demande de contenir. Et comment donner courage à ces enfants, alors que nous, déjà, on sent, et on sent bien, genre ce soir, que l'alarme est tirée depuis un petit bout de temps, mais que c'est de pire en pire, on va dire. Donc comment regarder ces enfants, leur donner encore envie de regarder ce monde avec le sourire, et même si nous, chacun à nos niveaux, parce que nous sommes nombreux autour de la Terre à faire ce travail-là, comment continuer à y croire nous, et comment leur donner ce courage de continuer, d'avancer un pied devant l'autre dans ce monde qu'on leur donne et qu'on leur laisse. Et donc voilà, c'est plus une remarque qu'une question, bien sûr, mais comme on parlait beaucoup on va dire, des industriels et puis on va dire, du monde des adultes, moi c'est vrai que je me préoccupe plutôt du message qu'on laisse à nos enfants. Voilà, merci. Juste un mot, probablement que Jean-Marie aura une réflexion là-dessus. Si avec les enfants, d'ailleurs comme avec les adultes, on cède à notre pire ennemi, c'est-à-dire le fatalisme. En gros, si on baisse les bras, si on cède à... On a des raisons tous les jours, dans nos combats locaux ou nationaux, de désespérer et de temps en temps d'envoyer tout paître. Mais ne faisons pas ce cadeau. Ne cédons pas au fatalisme. Alors, pour les enfants, évidemment qu'on ne peut pas les approcher avec des strates d'angoisse. On doit agir différemment avec les adultes, évidemment qu'avec les enfants, je ne vais pas vous l'apprendre. Bon, vous savez, j'ai un principe de base qui marche bien avec tout le monde. Dès qu'on parle d'écologie, c'est l'émerveillement, c'est le premier pas vers le respect. Contentons-nous déjà de procurer cet émerveillement et de tisser ce lien essentiel avec le reste du vivant. Et ça, je pense qu'en tant qu'animateur et éducateur, vous savez très bien le faire. Oui, je voudrais ajouter un mot
Ce qui est très frappant, je pense que Nicolas le constate comme je le constate, et comme nous le constatons ce soir ensemble, c'est qu'il y a une sorte de barrière psychologique entre, disons, les ados, les jeunes et puis les adultes. Si on faisait l'inventaire du nombre de moins de 20 ans dans cette salle, on n'en trouverait pas beaucoup. C'est un constat que je fais partout. Les jeunes et les adultes ne sont pas miscibles. Et si on veut rencontrer les jeunes, il faut aller vers eux. Il faut aller dans les facs, il faut aller dans les lycées, il faut aller dans les écoles. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a chez eux une très grande sensibilité que je crois instinctive à toutes les questions qui touchent à l'écologie. Ça leur est en quelque sorte inné. Et on a un peu l'impression, et je l'ai souvent eu, cette impression, qu'en fonction d'une menace, l'instinct de vie qui est peut-être plus fort chez eux, parce qu'ils ont été moins structurés encore par les normes de la société dans laquelle nous vivons, les amène tout naturellement à ces prises de conscience. Alors, c'est le travail que font naturellement les associations. Moi, je pense, pour répondre en partie à la première question à laquelle Nicolas a bien répondu, que nous devons absolument renforcer le tissu associatif, qui existe, mais qui n'a pas toute la puissance qu'il mériterait d'avoir, et pas non plus tous les soutiens qu'il méritait d'avoir. Et s'il y a dans cette salle des élus et des responsables, je leur demande vraiment instamment d'aider les mouvements associatifs parce que c'est sur le terrain que se fait le travail. On m'a donné tout à l'heure un petit fascicule que je trouve très beau. Il faut sauver le campagnol amphibie. Alors vous ne connaissez pas le campagnol amphibie. Moi non plus. J'ai appris que c'était un petit campagnol mignon comme tout et qu'il était gravement menacé. Alors quand on dit ça à des jeunes, eh bien, ils se mettent à aimer le campagnol. Non pas parce que nous avons besoin du campagnol d'abord, mais parce que nous avons d'abord besoin de l'aimer, ce campagnol. Parce qu'il fait partie de la fête de la vie. Je pense à une phrase de Dubost qu'il cite souvent, que j'aime beaucoup, et qui disait, à une époque où les cow-boys tiraient sur tout ce qui bouge, il s'intéressait à l'ornithologie et en particulier à la sauvegarde des condors, qui sont de très gros oiseaux. Et il disait, il faut sauver les condors. Ce n'est pas tellement qu'on a besoin des condors, mais c'est qu'on a vraiment besoin de les sauver. Car pour les sauver, il faut développer les qualités humaines dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. C'est très très beau, et c'est très très vrai, et c'est un langage qui passe très bien chez les jeunes. Mais les jeunes, il faut qu'on aille, nous les adultes, les rencontrer. Ils ne viendront pas spontanément vers nous. Je crois que nous devons aller à leur rencontre et les rencontrer. Bonsoir. J'avais une question relative à... On est tous d'accord ce soir, ce qui a été dit, qu'on est tous concernés par les problèmes en commun qui vont nous tomber sur la figure prochainement. En mi-novembre, il y a eu un pétrolier qui a coulé dans l'Antarctique et on en a très très peu entendu parler, un tout petit peu au début, et on pourrait presque parler d'un blocos d'information, quoi. Personne n'en parle, et si c'est l'affaire de tous, pourquoi les journalistes, certains du moins, personne n'en parle? Et c'est grave, il me semble très très grave. Si on le compare au tsunami caritatif qui est arrivé derrière, il y a un contraste qui est effrayant quelque part. Et je n'entends pas, c'est pas une récrimination envers vous personnellement, mais je profite de l'assistance pour soulever ce problème et de dire aux gens qui ne le savent peut-être pas qu'il y a des icebergs tout noirs et que l'intégralité de la presse télévisée, quoi, du moins depuis plus d'un mois, n'en parle pas. Et ça me navre. C'est pas une question. Merci. Média. Ça n'appelle pas de commentaires. Hein. Alors, voilà. Une réflexion d'une citoyenne, pour agir peut-être, il y a peut-être une idée qui serait à prendre en compte. C'est-à-dire que sur la table, à l'extérieur, il y a des livres qui sont en vente, à mettre dans des jolis sacs en plastique, peut-être qu'un sac en papier,
eût été plus judicieux, déjà. Et d'autre part, pour parler de la rage que l'on peut avoir, je crois que nous tous qui sommes là avons cette rage de faire évoluer les choses, il me semble que pour contenir cette rage et garder la foi, continuer à garder la foi, il faudrait peut-être avoir en tête l'image d'une plante qui met du temps à grandir, à évoluer, et peut-être que l'effet de tous ces discours va faire boule de neige et va finir avec les enfants que nous allons éduquer de cette manière-là et dans cet esprit-là, va peut-être permettre d'agir sur le long terme, mais que nous ne serons peut-être pas là pour le voir. Une réflexion. Si nous n'étions pas dans une espèce de course tragique, de vitesse, entre la progression du mal et la traduction de la prise de conscience de l'autre côté, je serais plus confiant parce que nécessairement, cette prise de conscience, elle va bien jaillir sous une forme ou sous une autre. Saint-Exupéry disait, il n'y a pas de solution, il n'y a que des forces en marche. Créons ces forces et les solutions suivront. Je pense que ces forces sont en train de se rejoindre. Le problème, c'est qu'il y a, pardon de le répéter, mais il y a véritablement urgence. Un mot sur les changements climatiques. Je sais qu'il y a un public d'initiés ici, donc on ne va pas rentrer dans les détails du changement climatique. Mais ce que nous disent les experts sur les changements climatiques, c'est que dans le courant du siècle, on va changer d'échelle parce qu'il va y avoir des phénomènes d'emballement. Ce que nous subissons aujourd'hui, ce ne sont que des prémices dont on a d'ailleurs parfois du mal à faire des relations de cause à effet entre ce qui est tout à fait naturel et la part anthropique. Mais il nous explique qu'on va changer d'échelle. Pourquoi ? Parce que ce qui aujourd'hui fait office de source, de puits de carbone, vont demain devenir des sources de carbone. Un ou deux exemples. Les forêts tropicales, j'ai besoin de rappeler que si on continue à les exploiter de cette manière-là, c'est quasiment la majorité de ces réservoirs de biodiversité et accessoirement de ces puits de carbone qui vont évidemment se libérer. La capacité de stockage du gaz carbonique des océans diminue avec l'élévation de température. Donc on voit bien le phénomène d'emballement. Plus la température augmente, moins l'océan peut stocker de gaz carbonique. Autre gaz, à l'effet bien pire que le gaz carbonique, le méthane. Ce que nous expliquent les experts, c'est que dans toute cette couronne arctique et antarctique, il y a ce qu'on appelle les zones de permafrost, qui sont des zones, comme vous le savez, de terre gelée, où jusqu'alors, la température ne repassait jamais en positif. Et puis là, régulièrement, elle repasse en positif. Et la fermentation, ou la décomposition, des matériaux organiques qui avaient été jusqu'alors figés par le froid, reprend. Et un des gaz consécutifs de la dégradation des matériaux organiques, c'est le méthane, qui a un impact bien pire en termes d'effet de serre que le gaz carbonique. Combien ? 80 fois supérieur et une longévité sans commune mesure avec le gaz carbonique. Et puis je vous parlais de la banquise qui rétrécit, et voilà. Donc on va changer d'échelle. Donc c'est vrai que si on avait un peu plus de temps, si on avait perdu aussi moins de temps depuis que des gens comme en France, René Dubos, René Dumont, Jean Dorst, Paul-Émile Victor, le commandant Cousteau, que sais-je encore, ils ont été nombreux à nous alerter. Et dans le monde, bien entendu, d'autres, on a perdu beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'il y a une urgence. Alors je reste confiant parce que je me dis que je sens quand même qu'il y a un frémissement. Je pense que à force de disséminer comme ça des graines de conscience, il va bien y avoir une pollinisation qui va opérer. Mais il faudrait quand même que ça aille vite, quoi. Oui. J'aurais voulu prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Il existe un certain nombre de technologies non polluantes. Je vais vous parler par exemple du réacteur Pantone, qu'on peut très facilement adapter sur sa voiture, qui permet de diminuer de 30 à 70% la consommation de carburant. On peut même éventuellement adapter un réservoir d'huile pour rouler, pourquoi pas, l'huile de friteuse, qu'on pourrait récupérer dans les restaurants par exemple. Seulement, rouler à l'huile de friteuse, c'est illégal. Est-ce qu'on doit en arriver à une certaine désobéissance civique pour la planète ? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des financiers qui ont les clés du pouvoir
pas nous. On peut faire des petites choses, on les fait, on agit concrètement. Nous sommes une association, je représente ce soir une association de chercheurs qui cherchent dans des domaines notamment des technologies plus écologiques. Et voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on essaie de se les donner. Vous savez, quand vous pensez que ont été traînés récemment au tribunal des agriculteurs de différentes régions de France qui avaient osé utiliser du carburant issu de l'agriculture parce qu'ils n'avaient pas payé la taxe d'importation sur les produits pétroliers. Je vous donne juste ça, comme vous le savez, mais ça vous montre combien le système est verrouillé. Et ce fameux moteur de Pantone dont vous me parlez, j'en entends parler depuis des lustres. Sans pouvoir, moi, profane, avoir une idée sur la validité ou pas du procédé, mais ce qui montre bien le conformisme de nos sociétés. Parce que un des piliers fondamentaux d'une société écologique, c'est la recherche fondamentale. Et qu'il faut ouvrir de nouvelles voies. Alors ça, je ne sais pas, comme certains me le disent, oh, le moteur de Pantone, c'est un truc de louf. Hein, parce que, non, mais je dis, ce n'est pas mon opinion, moi, j'en sais rien. Mais ça montre bien que si l'on veut construire cette société, il faut innover, il faut chercher, il faut avoir le doute. Le doute, c'est l'esprit qui cherche. Et on est dans cette espèce de conformisme. On clone les esprits, voilà. Et il faut une diversité. Il faut une diversité dans l'énergie. Il faut une diversité dans les transports. La diversité, c'est la base et la clé du succès. Et on n'est pas dans la diversité. Donc, on a besoin de gens qui puissent nous dire, à nous, les citoyens, mais il y a d'autres alternatives. Et à orienter la technique différemment. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'un industriel automobile innove? Qui lui fixe des normes? Il suffirait qu'on fixe des normes à 5, 10, 15 ou 20 ans, vous seriez surpris de la capacité d'innovation et d'adaptation de l'industrie automobile. Voilà. Mais là aussi, c'est effectivement, là on est vraiment dans la responsabilité du politique. Oui, alors justement, qui fixe les normes Je suis ici, là, Nicolas. Ouais. Pardon. Donc justement, qui fixe les normes dans ce genre de situation? C'est quand même les élus. Oui, je suis là, Nicolas. Pardon, je regardais un autre. Je voulais dire, mon expérience dans le monde associatif et écologique montre qu'il y a une prise de conscience de l'opinion publique qui est réelle, qui grandit régulièrement et tant mieux. Il y a une grande prise de conscience des techniciens, je vois dans les administrations, dans les services publics. On a de plus en plus de gens qui sont motivés, qui font des choses concrètes et qui nous permettent d'avancer considérablement. Je crois que là, on est en train de gagner sur cet aspect-là. Et ce n'était pas évident de les convaincre. Maintenant, il me semble qu'il y a une grosse résistance. Ce n'est pas tellement au niveau des élus locaux, qui me semblent assez sensibles au mouvement associatif, mais plutôt à l'échelon du Parlement et députés et sénateurs. Là, il y a vraiment un vrai problème. Je pense qu'on peut être frappé de voir qu'il y a une quasi-absence de ces grands élus dans toutes nos manifestations, dans tous nos débats. Ils sont toujours inquiets de ces débats, ils n'y viennent pas, ils sont effrayés, ils savent qu'ils ne sont pas compétents et qu'ils vont se ridiculiser parce qu'ils ne sont pas compétents sur ces questions. C'est un vrai problème parce que dans ton livre, tu as très bien expliqué à quel point c'était important de les sensibiliser, ces gens-là, parce qu'en fixant une norme, ils peuvent très bien faire un travail énorme et très rapidement. Alors la difficulté dans cette affaire, c'est qu'il faut essayer de les solliciter. Or, quand on regarde un ordre du jour des permanences d'un élu comme un député, on va voir un député pour lui parler d'un problème de travail, d'un problème d'emploi, mais très rarement pour lui parler d'un problème d'environnement. Je crois que nous, citoyens, en tant qu'association, on a fait beaucoup vis-à-vis des élus locaux, des conseillers généraux, etc. Pas assez, certainement pas assez, et pas de manière efficace vis-à-vis de nos grands élus. Alors, je sais, pour en avoir fait l'expérience, que ce n'est pas du tout évident. Parce que quand ils sont entre eux, sur leur lieu de réflexion ou de travail, ils sont quasiment en état de résistance et ils ne sont pas accessibles à un dialogue. Donc il faut qu'on trouve les moyens
de les sortir de l'environnement, gentiment, petit à petit, un par un, de leur montrer la situation et de leur montrer à quel point ils peuvent être efficaces. Moi, je pense qu'un élu convaincu peut faire des choses extraordinaires. Et si on arrive à en trouver quelques-uns dans tous les partis politiques, et puis qu'on arrive à leur montrer qu'ils peuvent faire des choses concrètes, et qu'ils peuvent, de ce fait-là, être mieux reconnus par l'opinion, je crois que ça sera un point en avant. Je suis frappé de voir que dans les programmes électoraux de ces grands élus, on n'a jamais... Je vous propose que tout le monde boive une eau potable. Je vous propose qu'il y ait moins de bruit. Je vous propose qu'il y ait de l'air pur. Or ça, c'est indispensable à notre survie physiologique. On nous parle de quantité de choses, mais jamais de ces 3 choses fondamentales. Ce qui est très étonnant, c'est que dans mon engagement écologique, j'essaye d'établir le dialogue avec les élus, qu'ils soient nationaux ou locaux. Que très rarement, en dialogue individuel, on m'oppose d'arguments aux réflexions que nous avons, aux analyses, aux inquiétudes et aux aspirations. Mais collectivement, pas pourquoi, ça coince. Alors soit ils sont d'une hypocrisie dingue quand ils sont face à moi, mais je ne le pense pas, soit ça prouve que l'exercice est plus compliqué une fois revenu dans les réalités de la vie politique locale. Parce que, à leur décharge, mais après je vais les charger, ne vous inquiétez pas, à leur décharge, dès qu'on parle d'écologie, on met en cause des lobbies très réactifs et qui, sur un plan électoral, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut voir les choses, peuvent jouer pour beaucoup dans leur élection ou leur non-réélection. Et en plus, on touche là un problème de temps. L'écologie s'accommode d'un temps long et eux s'accommodent d'un temps plus court. Bon. Et je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a des lobbies très réactifs. Je ne vais pas les citer ici pour froisser personne, mais dès qu'on touche à l'écologie, ils sont capables de se mobiliser et de mettre en péril l'élu. Pour autant, il y a eu des sondages récents sur le degré de connaissance de nos élus gauche-droite confondus sur les problèmes d'environnement. Ils sont très en deçà de la connaissance du citoyen et de l'opinion. Parce qu'ils ont un retard phénoménal, ils ont encore une vision marginale, environnementaliste. Ah, on va faire quelques espaces verts, on va faire ceci. C'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais enfin, on voit bien que c'est un combat qui dépasse largement cela. D'abord, c'est un combat, au risque de me répéter, humaniste. Alors, ce travail de connaissance, ils ne l'ont pas fait. C'est compliqué, l'écologie. Il y a des choses simples, mais c'est compliqué. Et il faut y consacrer du temps. Et ce temps-là, ils ne l'ont pas consacré. Par ailleurs, quand ils consacrent du temps, c'est souvent dans des pratiques que moi j'ai découvertes qui sont là pour le coup totalement inacceptables dans une démocratie. Moi j'ai découvert une pratique législative, pardon de dire ça ici, qu'on appelle les cavaliers législatifs. Où l'art et la manière qu'ont certains de nos députés, s'il y a des députés dans la salle, je ne cherche pas à les amalgamer, mais enfin j'ai vu ça, on profite de petites séances obscures où il n'y a personne à l'Assemblée nationale pour détourner une loi de sa finalité, et notamment la loi sur les territoires ruraux en est une occasion magnifique où chacun essaye actuellement de revenir sur 2 acquis, entre autres fondamentaux en environnement en France, la loi du littoral et la loi montagne. Et on fait sa petite soupe comme ça entre petits groupes de députés avec une convergence d'intérêts locaux, puis on essaie de revenir par des amendements qui n'ont rien à voir avec l'objectif et l'esprit de la loi. Et je ne savais pas que ça pouvait se pratiquer. Et actuellement, alors c'est vraiment, on y va allègrement. Donc c'est vrai qu'il y a un travail pédagogique, puisque moi je me situe à ce niveau-là, et j'ai dans ce sens-là demandé au président de l'Assemblée nationale, qu'il a accepté d'organiser une rencontre avec les 4/5e de nos députés gauche-droite confondus, pour essayer d'engager un dialogue constructif. L'idée n'est pas de les agresser. L'idée, encore une fois, est de leur donner les éléments d'appréciation sur l'échelle des enjeux et sur l'intérêt qu'ils auraient, y compris même sur un plan politique, si tant est qu'ils ne raisonnent que sur ce plan-là, et j'allais dire même pour ceux qui ne raisonnent que sur un plan économique, parce que l'écologie a un coût, mais quand on ne la prend pas en compte, elle a un coût tellement plus démesuré. Dois-je citer l'exemple trop facile de l'amiante, dont on s'aperçoit que quand on a utilisé ce matériau à l'époque, il était déjà interdit
en Angleterre, et qu'aujourd'hui, pour le déflocage d'un seul bâtiment, c'est le budget annuel du ministère de l'Environnement. Donc c'est vous dire que quand on ignore certains paramètres, le principe de réalité, et notamment le principe de réalité économique, se rappelle à nous dans une autre échelle. Bonsoir. Donc l'association dont a parlé Delphine, qui est la trésorière, j'en suis le président. Et ça s'appelle lapyramide.org sur Internet. Je voudrais faire à la fois témoignage et question, si je peux me permettre. Témoignage pour répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire. Personnellement, j'ai décidé de pratiquer la désobéissance civique et de mettre toute mon énergie, tout mon temps, tout mon argent, tout ce que je suis, à la contribution de la création d'un nouveau monde. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, ce n'est pas mes enfants qui n'ont pas d'avenir, c'est moi-même qui n'en ai plus. Donc, on a une association qui s'autofinance maintenant, puisqu'on a mis au point un outil financier. Donc, là, si on est là, c'est l'association qui paye, parce qu'on m'a même coupé le RMI, parce que ce n'est pas juste qu'on travaille contre le système, on va dire, disons, contre ce système. Donc, ce que je souhaite témoigner, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on le décide soi-même, mettre toute notre énergie, tout notre temps, toute notre focalisation de pensée, tout notre verbe, puisqu'il est créateur, dans la création de ce nouveau monde. Et on n'a pas à économiser nos efforts ni à les compter. Deuxièmement, entre autres, on a fait des découvertes assez intéressantes, vous verrez ça sur le site, je n'ai pas le temps d'en parler là. Deuxièmement, il y a quelque chose qui a été soulevé qui est très intéressant, vraiment très intéressant. On parle de l'avoir, qui est, on va dire, l'époque passée. On parle de l'être, et en fait, on appelle à l'acte. Et combien de personnes prennent la position de l'être? Puisque pourtant, on appelle bien la population et ce changement d'époque, d'humanité, à l'être. Parce que si nous sommes vraiment, si nous pouvons vivre cette paix, parce que cette paix, et tous les bouddhistes ou tous certains qui travaillent à l'intérieur, on va dire, ne peuvent manifester la paix que si on la produit à l'intérieur, je crois que ça serait important aussi de considérer dans ces festivals, dans ces meetings, dans ces réunions, que tout ce que l'on veut réaliser, ce ne peut être réalisé que si on le réalise vraiment à l'intérieur de nous. Ça, c'est primordial. Nicolas, Jean-Marie Pelt, je trouve que vous avez fait un chemin intérieur fantastique. Et pour ça, merci infiniment. Merci. On ne va plus prendre que 2 questions parce qu'il va falloir quand même laisser nos amis se coucher. Mais je crois que nous arrivons petit à petit sur le plus profond des choses et qu'il n'y aura pas de résultat sans un approfondissement de l'humanisme et de la spiritualité de l'homme, quelle qu'elle soit, mais que cette dimension intérieure est absolument indispensable. Nous avons parlé tout à l'heure, Nicolas a évoqué l'amitié que nous portions à Théodore Monod, et Théodore Monod était extrêmement frappé par le fait que nous vivons dans des sociétés extrêmement agressives, que le libéralisme entraîne un égoïsme et une priorité à moi-je par rapport à nous et par rapport à ma profondeur, et que par conséquent, cette agressivité de la société, il faut que nous arrivions à la dominer si nous voulons devenir solidaires, c'est le cas de le dire. Et l'écologie demande des solidarités. S'il y a un domaine, plus que tout autre, où les solidarités doivent jouer au-delà des clivages classiques, droite-gauche, etc., c'est bien l'écologie. Parce que nous sommes ici au cœur d'un bien commun qui est commun à toute l'humanité, et non pas à des fractions de l'humanité. Et donc l'effort de solidarité, l'effort de vie intérieure, l'effort de spiritualité était à ses yeux une priorité absolue pour pouvoir faire la percée de ce nouveau siècle qui, disait-on, sera spirituel ou ne le sera pas. C'était Malraux
qui disait ça. Je pense que cette dimension est tout à fait indispensable. Et comme d'habitude, c'est une belle conclusion, Jean-Marie Pelt, ça. Pardon ? C'est une belle conclusion, ça, Jean-Marie Pelt. Ah bon, c'est la conclusion ? Oh ben, je sais bien que tu ne l'as pas fait exprès. Bon, allez, on va prendre encore une dernière question. Oui, s'il vous plaît, je m'appelle Victor Hugo Espinosa. Je suis coordinateur d'un réseau de 130 associations bénévoles. Pourquoi je dis bénévoles? Parce que chaque fois qu'on est subventionné, on la boucle après, parce qu'avec les subventions, c'est la meilleure façon de boucler. Je voulais intervenir sur deux choses. Je voulais dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde que la seule solution, malheureusement, une des solutions la plus forte, c'est se faire entendre. Et je n'ai marre qu'on dise toujours, c'est les citoyens, les boucs émissaires, c'est les citoyens. Non. Pour moi, ce n'est pas les citoyens les premiers responsables. Les premiers responsables, pour moi, c'est les politiques. Pourquoi? Parce qu'on vote bien pour eux, pour qu'eux fassent le nécessaire avec l'économique. Deuxième chose, je n'ai marre aussi quand on dit les effets d'annonce, quand on va parler de biodiversité d'une façon nationale, et on voit que derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, si on veut vraiment faire des choses, je pense que la solution continue à se faire entendre. Les citoyens sont fautifs du moment qu'ils se transforment en moutons. Parce qu'on est de plus en plus de moutons, justement, on laisse faire. On se fait avoir. Donc, aujourd'hui, si on veut changer les choses, il faudra qu'on fasse quelque chose pour les experts. On a toujours les experts à côté des grands lobbying et jamais à côté des citoyens. Ça, c'est une grande difficulté qu'on a, nous. On a une autre difficulté. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qu'on voit. On voit des morts, tout le monde se touche le cœur. Mais on est en train de tuer petit à petit la population à une pollution chronique et personne ne dit rien. Tout le monde s'affole pour les pics d'ozone, mais personne ne s'affole pour cette mort petit à petit qu'on est en train de faire comme l'amiante aux citoyens. Et pour finir, je vais dire une chose. Moi, je pense qu'il faut se battre contre l'indifférence. Cette indifférence qu'aujourd'hui on s'en fout. Il y a tous les 5 secondes que quelqu'un meurt de faim dans ce monde. On est tellement indifférent dans ce monde de l'avoir, mais on est en train de se faire avoir parce qu'on n'a plus d'être. C'était une bonne conclusion.